Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Raphaël Poulain, qui est un ancien rugbyman professionnel et aujourd'hui fondateur de l'association Néo Héros qui intervient sur la santé mentale. Eh bien, on va en savoir plus tout de suite. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment le parcours d'un champion de rugby. Et aussi l'après sportif et comment nous, en tant que sportifs de haut niveau, eh bien, on peut arriver à mieux performer et avoir une meilleure santé mentale grâce au conseil de Raphaël. Raphaël, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui parce que j'avais lu ton livre quand j'étais Superman. Je l'avais lu il y a 4 ou 5 ans, je crois. Et du coup, je suis vraiment content qu'on puisse faire cette interview parce que ce bouquin était vraiment, moi, il m'a pris quand j'ai lu certains passages. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et j'ai vu tout ce que tu as vécu en tant que sportif professionnel. Donc, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Pierre, salut à toutes et à tous. C'est toujours difficile de se présenter en quelques mots. On aura envie de dire un petit peu ce qu'on aimerait marquer sur son CV. J'ai eu la chance d'être rugbyman professionnel, comme tu l'as dit. J'ai eu la chance aussi de gagner 3 titres de champion, 2 finales de Coupe d'Europe. J'ai fait 5 fois les calendriers. Ouais. Mais Oui, ça, c'est pour le paraître. L'idée, c'est pour le paraître. C'est c'est comment un ça. gamin dans un corps de grand peut se présenter à 44 ans, papa de 2 enfants, qui essaye d'accepter sa vulnérabilité, qui a vécu une carrière de sportif extraordinaire dans tous les sens du terme et qui, au sortir de ça, a été un peu tantôt comédien, tantôt pseudo-philosophe, énormément dogmatique et con, et puis avec un burn-out derrière, la paternité qui arrive derrière, toute cette remise en question aussi masculine. Donc voilà comment je me représenterai et je me présenterai en tout cas aujourd'hui. Je suis juste voilà, un daron de 44 piges qui se pose des questions sur l'homme qu'il est et qui trouve quelques réponses. Donc voilà comment je me présenterai. Ah, ok, c'est top. En tout cas, quand on voit le livre, on voit que le parcours a été très riche avec les différentes casquettes justement que tu mets entre ce jeune homme qui arrive à 19 ans, qui est de Picardie, c'est ça? Exactement. Oui, Et de tu arrives Beauvais. à 19 ans dans ce monde professionnel à Paris, où voilà, on t'arrive dans un autre monde. Est-ce que avant, classiquement, on va prendre le parcours, on va prendre la chronologie. Le rugby, déjà, comment tu t'y mets et pourquoi? Comment on y vient dans une terre qui est pas du tout de rugby, parce qu'on parle voilà, de la Picardie, qui est pas du tout une terre de En l'Ovalie. plus, c'est clair. J'y viens très très naturellement avec mon père qui m'amène sur un terrain de rugby à 7 ans et je suis encore ami avec Luc que j'ai rencontré ce jour-là, qui est dentiste à Rodez et puis de Robert, c'était 3 coussins humains, c'était notre sac de plaquage, Anne-Marie Lenormand, notre premier entraîneur et ça s'est fait très très naturellement. Je pense que j'avais peut-être des prédispositions physiques, mais en tout cas j'étais beaucoup dans le peps, donc j'avais essayé le foot, ça m'avait saoulé, même si mes fils aujourd'hui font du foot. Voilà, comme quoi. J'avais essayé le ping-pong, mais je bouffais les balles. Et puis j'ai commencé le rugby à 7 ans. Et l'histoire d'amour continue encore aujourd'hui parce que j'aime profondément ce sport. Donc je le débute à Beauvais, au Bouc à l'époque, qui est devenu le BRC aujourd'hui, Ok. Beauvais 15 Rugby Club. Et j'y ai fait 10 ans où je me suis régalé, quoi, parce que j'ai trouvé ma place dans le bus, parce que il y avait une telle diversité de mecs, alors que j'étais Ouais. pourtant dans un lycée, collège catholique où on prenait la tolérance entre 1 000 petits blonds, blancs, bien peignés, et le rugby m'a appris la diversité, le respect de la différence. Et puis, les gens le savent peut-être pas, mais il y a 2 races dans le rugby. Il y a la race humaine et celle que tu te mets le week-end. Voilà. Donc, le rugby, c'est une passion. J'aime ce sport et je l'ai découvert à 7 ans. Ouais, c'est vrai que ça, on l'a lu enfin, je l'ai lu dans le livre Les races du week-end. Et qu'est-ce qui, toi, même si là tu l'as abordé un peu, qu'est-ce qui, toi, t'a tenu dans le sport ou t'a donné envie? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, OK, je veux être sportif de niveau, je veux être professionnel? Ou c'était naturellement ou à un moment donné tu t'es dit, OK, go, j'y vais, mon but Pas c'est du tout. pas du Pas du tout. tout. Moi, je rêvais d'être motard dans la police et à 17 ans, je suis dans le fond de mon jardin en train de réviser mon bac et mon père vient me voir en disant, il y a le Stade français qui nous a appelés. Importance du nous d'ailleurs. Et je débarque dans l'ancien Jean-Bouin, je pète un peu tous les tests physiques et puis voilà, l'entraîneur vient me voir à la fin en disant on aimerait que tu viennes au Stade Français parce qu'ils montaient un groupe Crabos et Réchel qui étaient les catégories phares à l'époque. Et donc j'ai débarqué à 18 ans et un mois à Paris à la Défense et puis j'ai fait Crabos cette année-là. Au bout de 8 mois, on me surclasse dans la catégorie Réchel avec Momo Blin et, euh, et dans une équipe de malades avec des mecs d'1 an, 2 ans, 3 ans de plus que moi et je fais quart, demi et finale. Et en fait, on gagne cette finale contre Pau. On est champion de France Réchelle avec un groupe de malades. J'aimerais tous te les citer parce que du Salim Tebani, parce que du Mika Balat, parce que du Jérémy Foissac, du Seb Gérard. Tous ces mecs sont énormes. Et
il s'avère que c'est le dernier match avant que l'enjeu dépasse le jeu et je deviendrai 2 mois plus tard professionnel. Voilà. Donc ça s'est fait très naturellement, mais pas du tout prédestiné, mis à part le gabarit, à devenir rugbyman professionnel. Ça se découvrait professionnel d'ailleurs à l'époque. Ok, ouais, et à ce moment-là, tu t'es sur quelle fréquence d'entraînement du coup, hebdo? Pas hebdo, parce qu'on est en crabos, j'ai 18 ans, donc je dois avoir 1 à 2 séances de muscu par semaine. Alors ce qui est hallucinant, c'est que l'entraîneur de l'équipe première de l'époque, Bernard Laporte, m'avait dit qu'avec 100 kilos, je serais le meilleur. Donc j'y ai cru, quoi, et j'ai pris 8 kilos de muscle en un an, sans me doper. C'est important de le dire, mais 8 kilos de muscle en un an, ce qui est complètement con, hein, tu vois, c'est à un âge en fait où ton corps termine de se développer, on va dire, où tu rentres un peu en mode adulte physiquement. Et voilà, donc j'ai une séance de muscu à 2 séances de muscu par semaine, 3, 4 entraînements. Donc je fais des allers-retours avec entre la défense et le parc de Saint-Cloud pour m'entraîner. Je vais à la fac commerce gestion Léonard de Vinci où je mets pas les pieds parce que j'en ai rien à foutre en fait. Ouais. Je suis en train de découvrir Paris et découvrir un monde alors que j'avais été pendant 18 ans dans un petit village picard. Donc j'avais 4 entraînements peut-être par semaine, dont une séance de vitesse, une séance de muscu et deux entraînements. Et voilà, donc c'était une année plutôt charnière et plutôt sympa à vivre. Ouais, c'est-à-dire à ce moment-là, du coup, t'as 18 ans, 19 ans, c'est ça? Je débarque à 18 ans et 1 mois à Paris et je suis pro 1 an plus tard. Jour pour jour, 1 an plus tard, à 19 ans et 1 mois, je suis professionnel, ouais. Ouais, et à ce moment-là, du coup, toi, tu le vis comment là? Est-ce que t'es encore, est-ce que t'es dans le flow à ce moment-là au niveau de. Je suis dans le flow parce que tout s'aligne et que c'est une espèce de parcours à la fois un peu atypique et voilà d'un jeune un gabarit un peu hors de la norme. Donc quelques médias derrière, les amis aussi qui sont restés aussi à la campagne. Enfin, en tout cas, je parlais de Ouais, Luc et aussi de Génie et aussi de mes sœurs et voilà qui sont restés dans une vie entre guillemets normale. Donc je relativise beaucoup et comme c'était pas un rêve, je prends ça comme un jeu en fait. ouais, ok. Et je mets pas tous les éléments. En fait, tous les éléments s'imbriquent pas comme ils pourraient s'imbriquer dans un centre de formation. Moi, à 18 ans, 98 à 92 kilos, qu'à 19 ans, 100 kilos, et puis la machine est lancée. La machine. Mais pas du tout conscient de ce qui m'arrive à ce moment-là. Mais le flow s'installe, mais il va pas durer longtemps. Ouais, justement, alors avant qu'on aborde ce passage, là, du coup, t'enchaînes, tu fais aussi des déplacements, c'est ça, avec les jeunes en Australie, c'est ça? C'est- Oh, non, non, non. Alors là, l'Australie, c'est en moins de 21, mais entre 19 et on va dire septembre 99 et juin 2001 et cette fameuse Coupe du Monde dont tu parles, il y a quand même 2 ans, deux Ouais, ans où c'est un espèce de yo-yo émotionnel, ok. physique, de notoriété et de blessures aussi, qui Ouais. m'amène justement à faire cette Coupe du Monde en moins de 21. J'étais passé par l'équipe de France A auparavant. J'avais joué en équipe première pendant 2 ans avec une demi-finale de Coupe d'Europe avec des sélections en France A à 20 ans. Et puis après, on m'a remis dans ma catégorie pour cette Coupe du Monde de moins de 21 avec Titu Sautoir, avec Yashvili, avec Imanol, avec Pierrot Rabadan, Nicomas. C'est une belle équipe de manades là aussi. Ouais. Mais j'avais déjà vécu quand même 2 années de rugby professionnel avec pas mal de matchs en équipe première et pas mal de titularisations, notamment entre 20 et 21 ans. Ouais. Ouais. Ok. Et là, l'ambiance, pour ceux qui connaissent pas trop, l'ambiance dans du rugby, dans des jeunes de 21 ans, c'est comment? Mais elle est folle parce qu'à 19 ans, tu es champion de France d'une catégorie phare. Donc, Ouais. déjà, ça, c'est extraordinaire et c'est voire le plus beau souvenir que j'ai de rugbyman. Et puis après, derrière, voilà, nous, Réchel, on fusionne avec le groupe Provière. Donc, de l'époque, c'était quand même Diego Dominguez, c'était Dominici, c'était Franck Combat, c'était Ouais. Hervé Chaffardon. Enfin, des mecs bien installés en équipe première qui avaient été champions 2 ans auparavant. Et puis, on est en autogestion parce que Bernard Laporte va entraîner l'équipe de France. Et je Hmm. fais partie de ce petit groupe de Réchel qui fusionne avec l'équipe première. Ouais. Donc, une aventure extraordinaire, une fois de plus, pour un petit Picard qui enlevait des betteraves montées dans les champs 2 ans auparavant pour s'acheter un casque de mobilette. Donc, Ouais. c'est fou, c'est juste Ouais. fou et extraordinaire. Et puis, j'étais titulaire dans cette période-là jusqu'à ce que les blessures arrivent assez rapidement, en fait. Ok. Ouais. Et là, du coup, quand les blessures arrivent, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment? Comment tu le vis? Comment. Je pense qu'il y a une dissociation entre le corps et la tête, en fait. À ce moment-là, Ouais. on parlait pas de coaching mental, on parlait pas de santé mentale. C'est pour ça que je remets pas du tout en question un système quand j'en parle aujourd'hui. C'est que à l'époque, on n'en parlait pas. Donc, moi, je me pète une épaule. Le club continue à vivre. Le club est en autogestion. Et pour revenir, je reviens un peu trop tôt. Je rejoue Hmm. dans ma catégorie RHL.
je me pète cette épaule-là directement. Donc j'ai 2 opérations en 8 mois, alors que je suis propulsé comme une espèce d'étoile filante au milieu d'une constellation de stars. Donc c'est très difficile psychologiquement à vivre. Mes parents me disent entoure-toi d'un psy, mais mes parents sont à la campagne et je ne vois qu'à travers le club et le club ne le proposait pas. Donc en gros, je ne voyais que performance stratégico-technique avec un gabarit qu'il fallait remettre au goût du jour pour pouvoir revenir sur le terrain avec déjà 2 opérations à 20 ans. Donc, il y a une dissociation, je pense, et puis on n'en parlait pas. Ouais, on n'en parlait pas. Enfin, rien que moi, tu vois, dans mon époque, moi, j'ai commencé les séances d'hypnose à 2010-2011, tu vois, j'en parlais à personne. Même à mon entraîneur, j'en parlais pas parce que mon entraîneur, il me disait, mais non, prépare mental, tu montes sur le ring, tu lui casses la gueule et on n'en parle plus, tu vois. Et moi, je n'osais pas lui dire que j'allais voir quelqu'un d'hypnose. Je me disais, mais attends, je suis faible et tout, j'ai des problèmes. Et je sais pas, du coup, bah, toi, c'était réglé, il n'y avait pas de psy. Du coup, comment tu le vivais? Est-ce que tu commençais à ressentir du mal-être? Est-ce que... Non, il y a une colère, il y a une incompréhension qui s'installe, mais derrière, c'est là où les addictions aussi peuvent arriver. Après, je reviens quand même sur le terrain et je fais une année Ouais, plutôt extraordinaire, 2000-2001, où je suis titulaire au stade et c'est assez fou. Mais comme on n'en parlait pas à l'époque et que j'étais pas du tout connecté à ça, j'ai pas grand-chose en fait à en dire. Je vais pas dire qu'il y a Enfin, il y a une colère inconsciente en fait à l'intérieur de pas comprendre pourquoi le corps lâche en fait, pourquoi j'ai des ouais, épaules qui lâchent. Aujourd'hui, prendre 8 kilos de muscle en un an, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement hallucinant. Et puis peu de cadres en fait. Et puis j'étais difficilement cadrable aussi à l'époque. Donc et ouais, ma responsabilité et celle du club aussi. Mais le constat aujourd'hui à 44 ans, à ce moment-là, à 20 ans, t'as qu'une envie, c'est de revenir sur le terrain parce que c'est chambé, parce que le Stade Français de l'époque c'était quand même assez fou, c'était précurseur. ouais, Et puis ça gagnait. Donc quand tu goûtes, tu as envie d'y revenir et peut-être un peu trop vite. Et quand t'es pas connecté à l'esprit, aux connaissances qu'on peut avoir maintenant de la santé mentale, ben, voilà, tu es dans le déni, tu avances, tu rééduques et puis tu reviens sur le terrain, mais tu n'essaies pas de chercher à comprendre ce qui t'arrive. ouais, ouais. Et puis quand on est jeune, j'ai l'impression que, enfin, nous, tu vois, dans les jeunes, par exemple, qui sont, ou les jeunes qu'on veut parler, à qui on parle, je vois qu'il n'y a pas encore forcément la conscience de l'impact du mental parce qu'ils ont encore l'énergie physique pour pousser, pousser, pousser. Je sais pas si toi, c'était un peu le Bah même. oui, complètement. Quand on sait aujourd'hui qu'en fait la performance physique, enfin 80% de la performance physique est liée à la performance mentale, en tout cas au développement du Mm. mental, quand tu fais ce constat-là, une fois de plus, tu te dis, putain, mais si à l'époque j'avais su ça et j'avais eu ces outils-là, j'aurais sûrement pas fait la carrière que j'ai faite. Et j'assume complètement ma carrière aujourd'hui parce qu'elle est extraordinaire, à la fois dans les hauts et dans les bas. Mais, Ouais, euh, mais oui, quand tu es jeune, bah, tu pousses le physique et tu pousses et tu pousses. Et puis, t'es pas encore bulbé, quoi. T'as pas encore franchi l'étape des 27-28 ans où tu vois que le corps commence à fatiguer un peu et là, il va ouais, falloir que tu aies ouais, d'autres leviers de motivation. ouais, Mais donc moi, on parle d'une période entre 18 et 25 ans sur la fin de ma période au Stade Français. Donc c'est quand même un âge où on te demande d'être responsable. En plus, c'est un âge où tous tes potes sont en train de découvrir les soirées étudiantes du jeudi, de découvrir les pâtes carbonara, de découvrir la sexualité à travers une vie étudiante et tout ça. Enfin, nous, on est professionnels. Moi, j'étais professionnel à 19 ans et on nous demandait d'être responsable. Enfin, on nous demande d'être responsable aujourd'hui. Donc c'est et- tout cet aspect aussi psychologique et mental en fait qu'on a foutu un peu sous le tapis et puis après de montrer du doigt Poulain en disant bah s'il il est qu'à pas trop picoler et puis c'est tout. C'est un peu plus complexe que ça. ouais, c'est clair, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et justement, à cet âge-là, à 19-20 ans, comment tu vis la notoriété ou... Enfin, moi, je me rappelle, je crois, ouais, en effet, c'était les dieux du stade, hein, t'étais dans plusieurs. Ah ouais, j'ai fait 5 fois les calendriers. Bon, j'avais des cheveux, mais au-delà de ça, une fois de plus, il n'y a pas d'éducation notoriété. Que tu sois introverti ou extraverti, enfin, peu importe où tu joues ou à quel poste, il n'y a pas d'éducation notoriété. Donc, quand tu leur prends en pleine gueule, et j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour les sportifs et les sportifs d'aujourd'hui qui ont les réseaux sociaux que nous, on n'avait pas aussi à l'époque. Ouais, c'est clair. Déjà, tu peux avoir un ego qui boursoufle parce que tu lis l'espoir du siècle dans un journal, le cheval fou, on me comparait à John Alomou. Enfin, c'était assez lunaire. Ouais. Mais j'avais aussi et une éducation et le fait d'avoir mon pote Luc et Eugénie et puis tout un réseau d'amis qui étaient restés aussi à la campagne Hum, qui me hum. permettait de garder les pieds sur terre. Et j'incite vraiment, hein, mais le fait de ne pas avoir rêvé d'être rugbyman professionnel m'a permis de
de garder les pieds sur terre. Mes parents, mon père était dessinateur industriel et ma mère était assistante sociale. Et de l'éducation que j'ai eue, et puis mes grandes sœurs aussi, m'a permis de garder les pieds sur terre. Mais il y a des moments où tu as l'ego qui boursoufle, hein. J'ai acheté des bagnoles de sport, j'ai acheté 10 téléphones par an, des DVD à tour de bras. Voilà. Si on parle de notoriété, j'ai plus claqué mon oseille comme ça que d'essayer de me mettre en avant, mettre en lumière. Même si j'ai aimé ça, hein. J'ai aimé faire Ouais. la promo des calendriers, j'ai aimé passer sur les plateaux télé, mais je me suis pas rendu compte en fait que l'équilibre ne se faisait pas avec la performance sportive aussi à côté. Hmm. Ouais, et là aujourd'hui justement, si nous, tu vois là sur le canal qu'on va diffuser, on a beaucoup bah, de sportifs qui nous écoutent, on a aussi des entrepreneurs. Toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais avec ton recul justement sur la personne qui continue de forcer et qui se dit, OK, je me sépare entre l'esprit et le corps il va suivre. Ce serait quoi le premier conseil que tu aurais à donner comme ça? Déjà, le mot conseil, j'ai beaucoup de mal parce que je suis expert en rien du tout. Moi, j'ai un doc de PlayStation et j'ai un doctorat de conneries, mais bon, j'ai quand même repris quelques petites études Ouais. après. Pas de conseil, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a de la psychologie, du coaching mental et de la santé mentale, le conseil que j'ai à donner, c'est connectez-vous à vos émotions, connectez-vous à ce qui se passe aussi au-dessus des muscles, du cœur, du corps et des couilles pour les hommes et puis de cette surperformance. C'est-à-dire que une fois de Hmm. plus, le mental joue tellement aujourd'hui, mais dans la performance sportive, dans le monde de l'entreprise et même pour tout être humain en fait, de se connecter, de se connecter à soi, de se connecter à cet aspect justement. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot mental? C'est voilà l'approche Hmm. psychologique, philosophique, spirituelle aussi, qui te permet de croire en toi pour être bien avec les autres. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous apprend, et tu le sais bien, on en a parlé en off tout à l'heure, c'était on nous a appris à faire bien pour avoir bien, pour être bien. Mais partons du postulat que déjà d'être bien physiquement et psychologiquement et mentalement permet justement de faire bien et donc d'avoir bien et d'avoir des résultats. Mais on Ouais. veut tout de suite avoir les résultats sans s'être connecté justement à cet aspect mental et spirituel qui te permet juste d'être bien avec toi-même pour performer. Tu parlais de flow tout à l'heure. Le Hmm. flow, c'est quand le corps est à sa place, les émotions sont à leur place, le mental est à sa place, et aussi la spiritualité, c'est-à-dire qui croit en moi et en quoi je crois aussi, et Hmm. quelles sont mes sources de motivation intrinsèques, c'est-à-dire à l'intérieur. Donc la connaissance de soi permet de s'apaiser et donc permet d'avoir une performance peut-être un petit peu plus saine. Et sinon, tu es en rupture de première à 8000 tours minute, alors que la seconde, la troisième, la quatrième, mais ça s'apprend, quoi. Ouais, c'est Et clair. aujourd'hui, on a ces outils-là et c'est ça qui est génial. Donc, c'est pas un conseil, mais de dire qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de santé mentale, que ce soit des psychologues, des coachs mentaux, des addictologues aussi, pour pouvoir comprendre comment on fonctionne et comment on veut fonctionner aussi par la suite. Voilà. Ouais, et ça, tu l'as dit, en fait, c'est ce sentiment, je sais que dans les personnes, des fois, qu'on accompagne, c'est des gens qui ont l'impression de tout donner, mais il y a ce point de rupture. Genre, je suis le rupteur, et en fait, il y a juste deux, trois trucs à déverrouiller, et là, ça se relance tout de suite. Mmh. Et tu sais, quand je t'entendais parler aussi, et par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, on parlait aussi enfin, j'aimerais t'emmener aussi sur le sujet de la masculinité. Ouais, Tu vois, parce que justement, j'ai l'impression, enfin, tu vois, nous, c'est vrai que, alors, toi, tu viens du rugby, moi, je viens de la boxe, où du coup, euh, moi, j'étais à l'époque le type de sportif où, bah, tu vois, les gens voient comme quelqu'un de confiant de l'extérieur, mais au fond, tu sais, putain, mais s'ils me connaissaient, en vrai, j'ai une petite faille, tu vois, et t'oses pas la montrer, parce que si tu la montres, les gens, ils disent, mais non, mais pas toi, c'est pas possible. Toi, là-dessus, ce serait, comment déjà, comment tu l'as vécu, quel était le décalage entre, comment les gens te percevaient et comment tu te percevais? bon, déjà, je me connaissais pas, mais j'ai toujours senti un décalage entre le gamin que j'étais à l'intérieur et le corps que j'avais. Et ça, je l'ai équilibré grâce à ma psychologue, je l'ai équilibré grâce au travail que je fais au quotidien aussi sur moi avec la méditation. Et voilà, j'ai des petits outils. Et je vais pas prôner un outil plutôt qu'un autre, mais je me suis connecté à moi-même. J'accepte ce corps aujourd'hui, mais que j'acceptais pas en fait à l'époque de Ouais, faire 100 kilos alors que j'avais l'impression d'être juste un petit gamin un peu frêle. Mais c'est une armure en fait que je me suis aussi formé parce que j'ai vécu aussi des trucs dans l'enfance qui étaient pas cool, ce qui ouais, fait que j'ai eu ce gabarit-là alors que mes parents faisaient 60 kilos. Donc, je, 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 j'ai toujours dissocié en fait le corps de la tête. Et là, donc la masculinité avec tous ces clichés
de surperformance, de surmotivation, de se couper de ses émotions, d'être invulnérable. C'est ce qu'on nous apprend, mais ça va bien au-delà du rugby et bien au-delà du sport. C'est sociétal. La manière dont on a vendu le masculin aujourd'hui n'est plus d'actualité pour la nouvelle génération. Et moi, j'ai aucune leçon à donner sur ce qui a été dans les années 70, 80 et 90 de cette masculinité. Mais moi, elle m'a étouffé, en fait. J'ai étouffé à l'intérieur de moi-même à travers ce gabarit pour répondre à une performance et répondre à une espèce d'idéal masculin de ce qu'on nous a vendu aussi à travers les calendriers. Donc, c'est une espèce de dichotomie entre ce que j'étais à l'intérieur et l'homme que je devenais à 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec une sexualité aussi un peu délicate, parce que enfin, moi, on me parlait d'amour dans les bras de mes parents, mais la sexualité, j'ai pas été élevé au porno. C'est-à-dire que moi, j'avais des Ouais. VHS. Et puis, donc, tu as la performance physique, et puis tu as la performance aussi sexuelle, et puis la manière dont on peut objectaliser aussi les femmes aussi en face, la manière dont on est aussi objectalisé aussi en tant que super-héros quand on est boxeur, quand on est rugbyman, quand on est tennisman. C'est l'image que les gens, en fait, ont Mm, de nous mm, qui est qui est pas du tout en adéquation avec ce que l'on est à l'intérieur. Cette mm, espèce d'idéal masculin de performance presque dionysiaque, mais c'est de la branlette philosophique aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait justement ce regard de la masculinité où voilà, fallait avoir des couilles, du cœur, des muscles et puis en avant gagnant, quoi. Mais où tu places ta vulnérabilité? Moi, ouais. quand j'arrête le rugby en 2005, j'ai un pote qui me dit, mais Raph, t'es homo? Je dis non, je suis pas homo, mais j'en ai ras-le-bol de foutre ma vulnérabilité de côté, quoi. Et quand bien même si je l'avais été homo, c'est ça le truc. Donc t'as aussi, il y a aussi ce regard de l'homosexualité aussi dans le sport. Il y a le regard aussi enfin, dans les vestiaires. Combien de fois j'ai entendu les gars, on n'est pas des PD. Mais enfin, de quoi on parle? C'est ça en fait. Et dès que tu commences à avoir ce genre de discours, les mecs ils disent ouais, ça y est, l'autre, il est féministe, il est pas du tout. Pas du tout, mais il est tout aussi complexe de devenir une femme aux côtés des hommes que d'être un homme aux côtés des femmes aujourd'hui. C'est Et si clair. on ne remet pas en question justement cette image du masculin qu'on se fait de la masculinité, ou au moins de se poser des questions, ben continuons dans nos travers, continuons. Mm, Et c'est là où justement il peut y avoir justement des excès aussi qui sont en fait sociétaux. Et ça va bien au-delà du rugby et bien au-delà du sport. Le masculin doit se remettre en question et les réponses on les a en fait à l'intérieur, c'est-à-dire mm, accepter sa vulnérabilité, accepter ses émotions, accepter qu'on a en nous aussi. C'est Jung qui parle de l'anima et de l'animus, d'une part féminine et d'une part masculine. Le problème, c'est quand t'es foutu et que tu fais 100 kilos et que tu ne te reconnais pas à travers la glace, tu développes ce masculin, mm, mais derrière, en fait, où tu places ta violence, tu vois, où tu places toutes tes émotions. Parce mm. qu'on te dit depuis tout petit que tu es invulnérable et que tu n'as pas le droit de ressentir, il faut pas chialer. Mais on parle d'être humain, en fait, C'est d'être clair. humain. Donc, quand on parle de mental, c'est aussi la manière dont on s'est coupé, nous les hommes, de nos émotions, en fait. Et Mm, c'est, et c'est, et c'est à la fois révoltant quand tu commences à prendre conscience de tout ça, de te dire, en fait, c'est ça qu'on m'a vendu. C'est mm. pas ça être un homme, en fait. Et voilà, donc moi j'ai ma petite définition subjective qui est ce que je suis, et quand je la partage en off, quand le bouquin est sorti, quand il y a une vidéo, deux vidéos, combien de témoignages j'ai reçus sous couvert d'anonymat, et je ne balancerai pas, mais Mm. voilà, des sportifs et des sportifs qui m'ont dit, putain, ça fait du bien d'entendre, je dirais, un autre son de cloche que ce côté rugbyman gladiateur qui pense avec ses couilles et ses muscles, parce que tous, en fait, je pense, sont concernés par ça, et quand tu prends les mecs en individuel, mais ça déborde de partout, et c'est ça qui est génial. Mais il y a aussi ce côté collectif, corporate, masculin, qui fait qu'on n'est pas faible. Bah si, en fait, la faiblesse est une force, et voilà, l'ombre peut devenir la lumière si on la regarde en face. Voilà. Je suis allé beaucoup trop loin. C'est très bien. Et en fait, là, quand tu parlais, j'étais en même temps de t'écouter, je me disais, tiens, il y a peut-être un sportif ou même un homme tout simplement qui écoute ce podcast et qui peut se reconnaître et quelqu'un qui lutte à, OK, il faut être fort et je suis peut-être faible et tout. Bon, je sais, j'ai bien compris, Raphaël, t'aimes pas donner des conseils, mais justement, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, ce serait quoi le message? Quelqu'un qui est dans ce format-là aujourd'hui, qui est vu, qui veut assumer ce côté fort, mais qui, au fond, finalement, en a ras-le-bol et a juste envie de lâcher, ce serait quoi le Ce que message? tu vis, ce que tu vis, c'est normal. On t'a appris à fonctionner d'une certaine manière. On peut fonctionner différemment. Et aujourd'hui, c'est s'entourer d'autres compétences que l'approche purement physico-stratégico-technique. Et qu'aujourd'hui, la notion de plaisir, t'y as le droit. La notion émotionnelle, t'y as le droit. La faiblesse, t'y as le droit. Et si tu ne la reconnais pas, tu resteras en rupture de première à 8 tours minutes. Et une fois de plus, passer la seconde et la troisième, ça s'apprend. Comme devenir, de passer de bébé, d'apprendre à marcher, voilà, de développer son corps, ses émotions, son mental, sa spiritualité. Tout ça, c'est un voyage en fait.
Ouais. Le problème, une fois de plus, c'est qu'on reste un peu, on reste un petit peu bloqué, persuadé que être un homme, c'est ça, être une femme, c'est ça. Ça enlève en fait le respect de la différence, ça enlève la diversité de l'être humain. Ouais. Et c'est ça. Donc, dire qu'aujourd'hui, il y a des gens compétents, que ce soit des psychologues, que ce soit des coachs mentaux, qui peuvent t'accompagner pour comprendre qui tu es et qui tu veux devenir. Voilà. Et que cette souffrance qu'on a tous et toutes, en fait, à l'intérieur, elle doit s'exprimer, elle doit sortir, et que parfois, ça sort avec de la violence, parfois extrême, et que si on ne prévient pas de ça, il peut y avoir des drames, voilà, il y a des suicides, il y a des violences conjugales, il y a des violences en général. Dans le monde du sport, c'est peut-être caricatural, mais ça existe comme en société. Donc, donnons accès justement à ses compétences à tout le monde. Parce que c'est génial, c'est une vraie révolution. Moi, j'ai pas toutes les clés, j'ai pas les clés. Moi, j'ai les miennes. Et quand je les partage, je pense qu'elles font du bien parce que c'est hyper positif. C'est marqué sur ma gueule. Enfin, je suis pas en train de jouer un rôle là. Il y a 10 ans, tu me prenais comme ça. Oui, je jouais un rôle. J'avais la banane, mais je me comportais comme un connard à domicile avec ma femme. Ouais. Aujourd'hui, je sais que je suis équilibré et ça marche. Mm. Mais il faut parfois sortir de sa zone de confort. Ouais, et pour moi, c'est des choses qu'on devrait justement apprendre à l'école, mais de mon point de vue, vu que tout le monde a ses Bien sûr. masques dans la société, eh ben, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas parce que c'est difficile de dire, bah, ok, je suis parfait là devant vous, mais j'ai plein de zones où je suis entre guillemets imparfait. Et Pierre, moi, je te Et- pose la question, c'est quoi la perfection? Mm. Voilà, ouais, c'est une très Mais bonne. oui. Qu'est-ce que la Quand j'ai sorti le Pocket, j'ai demandé à un ami justement qui bossait chez Pocket, je lui ai dit, est-ce que tu peux rajouter cette petite phrase? Et si la perfection serait d'arriver à accepter qu'il n'y en ait pas et de tout faire pour l'atteindre? Mm. La perfection, en fait, elle n'existe pas. Elle est dans l'instant présent, elle est dans le bonheur, et le bonheur, c'est l'instant présent, c'est la découverte de soi et d'être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. Et quand tu es bien avec toi-même, je te dis, c'est là où tu peux rayonner. Et je parle pas de perfection physique ou émotionnelle ou Ouais, ouais. mentale. C'est un tout, vraiment. Mais le problème, c'est comme on est coupé, tiraillé, on sait pas qui on est. Mm. Et voilà, donc la perfection, oui, de l'extérieur, parce que tu as une belle performance physique, oui. Antoine Dupont, aujourd'hui, pour moi, c'est un homme qui transpire la perfection parce qu'il aime son sport, parce Mm. qu'il lui, il est dans le flow véritablement. Mm. Et il est hyper bien accompagné, je pense. Et un jour ou l'autre, peut-être que voilà, il faudra aussi l'accompagner justement dans ces moments extraordinaires qu'il peut vivre en Ouais. tant qu'homme. Mais pour le moment, ça marche. Donc, ça veut dire que ça marche aussi. Et il a vécu aussi la blessure. Il a été aussi accompagné, je pense, et il l'est encore, et le Stade Toulousain, mais aussi, voilà, ce coaching mental aussi à disposition des joueurs. Et voilà, donc, force est de constater que la nouvelle génération, elle est connectée à ça. Ouais. Et Marchand en a très bien parlé, Biles en a très bien parlé. Tous ces sportifs qui performent aujourd'hui, c'est parce qu'ils se connectent aussi à eux-mêmes. Teddy Riner dit qu'il voit un psychologue depuis l'âge de 14 ans. Est-ce qu'il y a un mec qui est allé le voir et qui a dit, mais ça c'est de la branlette philosophique en fait, Teddy. Déjà, quand tu vois le gabarit du mec, le mec, moi je fais la taille de sa cuisse, tu vas pas lui dire. Mais il a cette vulnérabilité dans son discours et surtout une assurance qui est top. Donc bien sûr que ça marche. Hein, c'est Ouais, c'est clair. Et toi, ça, aujourd'hui, dans le rugby, est-ce que tu le vois qu'il y a encore bah, des gens qui sont dans où tu peux sentir un peu qu'il y a des gens qui sont dans ce rôle et dans ce masque et qu'au fond, ils sont pas très bien dans leur peau? Enfin, sans nommer. Moi, non, 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 puis genre, personne à nommer. On a commencé une tournée de santé mentale avec la Ligue nationale de rugby, là, et nos héros, justement, dont on parlera après. Hmm. Euh, Bien sûr que tu sens qu'il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Et puis, il y en a qui sont très épanouis dans le rugby, qui sont en train de vivre. Il y a des souffrances, bien sûr. Je n'ai Bien. pas de nom à citer. Et puis, c'est normal. Et une fois de plus, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois dans le monde du rugby, ça arrive dans tous les sports et ça arrive de manière sociétale. Donc, le rugby n'est pas exempt, justement, de ces Ah, c'est clair. problématiques-là. Et la Ligue met en place, justement, ça. La Fédé va y venir. Et le problème est pris à bras-le-corps. Mais bien sûr qu'il y a des souffrances psychiques mais partout. Enfin, aujourd'hui, quel sens, en fait, on donne à tout ce bordel ambiant? Mais Euh, partout, ouais. Et tu vois, justement, il y a une étude, alors elle est sortie en 2021 après les Jeux Olympiques qui montrait, c'est une étude anglaise qui disait que 24% des Olympiens étaient en distress mental. Tu vois, et du coup, et c'est intéressant parce que c'est vrai que les gens qui connaissent pas les sportifs les regardent de l'extérieur et les fantasment. En mode, wow, mais les gars, ce sont des machines et tout, etc. Sauf que quand tu creuses, finalement, c'est des êtres humains. Bah, Comme- imagine, tu te prépares, on va prendre l'exemple d'un sportif pour les JO à la fois qui a été dans la lumière mais aussi dans l'ombre. Tu te prépares pendant 3 à 4 ans physiquement, mentalement, et avec ce fameux mental de guerrier justement pour Ouais, atteindre un objectif. Si tu l'atteins, tu as une telle poussée à la fois émotionnelle, de sentiments, d'émotions qui sont extraordinaires que la soupape derrière de dépression, elle est ouais, vitale.
Et pour celui qui finit quatrième, cinquième, sixième, est-ce qu'on se pose la question de savoir ce qu'il est devenu quand il rentre à la piole et il se retrouve face à son mur ou même dans une belle baraque ou ailleurs et qu'il se retrouve face à lui-même en disant, putain, j'ai pas franchi ce cap-là. C'est clair, c'est Tu vois dur. l'espèce de désillusion entre l'image mythologique qu'on se fait de la sportive et du sportif et Mm. la réalité du quotidien que tout le monde peut vivre, mais de Mm. manière exponentielle en plus avec ces magnifiques JO à Paris. Derrière, je pense que Léon Marchand est accompagné, Antoine Dupont est parti en vacances. Ouais, Et certains se sont dit, mais attends, le mec il part en vacances alors que ouais, le Stade Toulousain a dit, ouais, mais le mec a besoin d'une soupape. tu Il a m'étonnes. besoin de penser à autre chose que le rugby et c'est son truc. Et tous Mm. les sportifs ont le droit à cette soupape justement là. Donc, ce moment de dépression peut être positif, et il Ouais. est souvent négatif parce qu'il n'est pas pris en charge et il n'est pas pris en main. Parce que la dépression, une fois de plus, au-delà du sport, elle est vitale, dans le sens où depuis tout petit, tu es sous pression pour répondre à des attentes de tes parents, des attentes de la société, des attentes de ton manager, quand tu es sportif et des sportifs, de tes supporters, de tout le monde. Mais Mm. dépression. Comment tu vis cette pression constante et même pour un chef d'entreprise, et même pour un cadre, et même pour une personne qui est sous pression au quotidien dans son boulot, dans sa vie familiale. À quel moment, quelle soupape tu as, en Mm. fait, pour pouvoir juste lâcher les chevaux et juste dire, en fait, là, je suis pas au top, là, je vais pas bien. Ouais, c'est clair. Le plus grand décourage pour moi, tu vois, il y a deux héros du genre humain et héroïne, hein, je mets les femmes dans le même Ouais, ouais, bien panier, sûr. parce que pour moi, je parle de l'être humain. Ouais. Tu as, tu as ce côté mythologique de dire, voilà ce que je représente, mais qui je suis en fait à l'intérieur. Et cette soupape hors famille, hors amis et hors travail, c'est pour Mm. ça que je parle aussi au-delà du sport, elle est Mm. vitale parce que c'est pas à ta femme ou à ton mec de prendre, c'est pas à tes gosses de prendre cette pression et cette dépression. Clair. Donc il y a des gens compétents pour accompagner. C'est ça la santé mentale. C'est vraiment d'appuyer sur pause et dire ouais, qu'est-ce que je suis en train de vivre en termes de notoriété, qu'est-ce que je suis en train de vivre en termes de dépression post-blessure, post-Coupe du Monde, post-JO, qu'est-ce que je suis en train de vivre moi en tant qu'homme et en tant que femme. Ouais. Tu as le droit de te poser ces questions-là. Enfin, elles sont légitimes. Ouais, c'est clair. Et c'est pas parce qu'on se les pose qu'on a un problème ou que, Mais etc. et quand bien même on a un problème, c'est oui, on soigne bien un claquage. Ouais. Pourquoi on soignerait bien un claquage et pas une dépression? C'est une maladie comme une autre. Mais si on la laisse sur un piédestal comme quelque chose qui est juste, c'est l'éducation judéo-chrétienne qui nous fait réagir comme ça. C'est qu'on pense toujours qu'on va être sauvé par un mec derrière un nuage. Mais non, mais tu as le droit de penser par toi-même, tu as le droit d'être faillible, tu as le droit de demander de l'aide en fait. C'est juste, on parle de problème. Ben oui, mais à tout problème, il y a une solution. Donc il y a des gens compétents aujourd'hui. C'est ça on sacralise la santé mentale, on sacralise la dépression, on sacralise en disant putain mais ça ne m'arrivera jamais. Mais ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est ça en fait, c'est juste humain en fait. C'est juste d'humaniser ces moments compliqués pour les comprendre et s'en libérer. Voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et je crois que c'est Jung qui disait que justement la dépression, c'était une opportunité à chaque fois de se reconnecter à soi et à ce qui est intrinsèque pour nous là-dessus. Et donc, alors il y a tout cela, il y a ton chemin et maintenant il y a Néo Héros. Tu peux nous dire un peu comment l'association Néo Héros est née? C'est parti dans En une fait, grosse quand le bouquin est sorti en 2011, j'ai eu beaucoup de témoignages, comme je vous Ouais. l'expliquais, comme je te l'expliquais. Ensuite, il y a une vidéo qui s'appelait Quand j'étais Superman qui est sortie. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi. J'ai fait un burn-out donc en 2013. Au sortir de ce burn-out, j'étais toujours en mode sauveur, hein, inconsciemment, et j'ai dit il faut Ouais. faire une tournée prévention santé mentale dans le monde du sport parce que ça va pas. Mais c'est moi qui allais pas bien. Mais, Hmm. mais on m'a rionné en disant que j'avais 10 ans d'avance et que je voulais bouffer sur le dos du rugby. En 10 ans, dans le monde du rugby, il y a eu ouais, peut-être 5 ou 6 suicides, des dépressions, des violences conjugales, voilà, qui sont des problématiques en fait que tout le monde peut rencontrer enfin, dans une vie entre guillemets normale, on peut le rencontrer et bien sûr qu'il faut sanctionner parce qu'il y a des attitudes à ne pas avoir. Je parle juste de le fait de le comprendre Ouais, bien sûr. et comprendre un peu comment on peut en arriver à sauter, comment on peut en arriver justement à lever la main. Comment moi j'ai eu voilà une violence psychologique par rapport à la femme qui m'a accompagné pendant 16 ans. J'ai vu cette violence en fait aussi. Elle avait aussi sa part de responsabilité, mais là, si je ne parle que de moi, j'ai vu cette Hmm. violence aussi en moi. Le fait d'avoir pris du recul, d'avoir fait ce travail sur moi, m'a amené à un moment donné à dire il y a quelque chose à faire en fait. Et Ok. quand Christophe Dominici est décédé en 2020, j'ai fait un podcast qui s'appelle Putain de légende mon King, qui a malheureusement été écouté des millions de fois. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi. Et il y a une phrase dans ce podcast où je dis, et quand la tristesse sera passée, il faudra se pencher sur ces problématiques de santé mentale. On était en 2020. Ça s'appelait Putain de légende mon King. Et au lendemain de ça, je vois des tweets, on met le nom de Christophe sur un terrain, mais à quel moment on va s'occuper de ça? Donc j'ai décidé, j'en ai parlé à Jérôme Fiol, qui est un de mes meilleurs amis, mais j'en ai parlé aussi à Pierrot Rabadan, à Mathieu Blin, voilà, pour dire qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis j'avais cette idée en tête de créer une association
Et on a co-créé avec Jérôme Fiol, avec Miguel Fernandez, qui est aujourd'hui l'un des plus gros agents de rugby français et qui est un ami depuis 25 ans et qui est au contact des sportifs et des sportifs qui vivent ces problématiques. Et Jean-Laurent Liénard, qui aujourd'hui qui en est le trésorier, on a créé cette association. Et cette association va faire de la prévention et fait de la prévention santé mentale dans le milieu du sport pour prévenir de ce qui peut arriver quand on va pas bien, à la fois avant, pendant et après carrière pour tous les sportifs et les sportifs professionnels. Voilà, donc cette association a été créée en 2000, fin 2020, début 21, et aujourd'hui, voilà, elle prend bien forme. On mène notre première action avec la Ligue nationale de rugby où on fait la tournée de tous les clubs professionnels. On a les sportifs, les pros et leur staff face à nous. Et puis l'après-midi, dans un second temps, on a les centres de formation. Et moi, je raconte un bout de mon histoire. Il y a un psychologue, Jean-Luc Douillard, à côté, qui, avec son expertise, en fait, désacralise un petit peu ce que peut être une dépression. Et puis Ouais. Lorraine Lévesque, qui a modélisé justement ce projet avec ce groupe de travail qui avait été initié 2 ans auparavant par Max Lafarge. Qui est voilà, donc on fait cette tournée tous les trois, et puis en fait les retours sont juste top parce qu'on lève le tabou de manière, je pense, Ouais. positive et intelligente. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est plutôt chouette d'arriver à justement lever le tabou et vous comment justement aujourd'hui comment ça se passe? Est-ce que c'est un est-ce que vous avez une partie où vous allez il y a des clubs qui vous démarchent et vous allez de club en club ou est-ce qu'il y a aussi des sportifs qui vont pas bien et qui peuvent vous contacter? Comment ça fonctionne si un sportif qui écoute ça qui prend Aujourd'hui, on est vraiment sur Néo Héros, c'est focalisé vraiment sur la prévention et on ne fait que de la prévention. Maintenant, sur Ok, l'accompagnement, moi, je sais que c'est ce qui est en train d'être mis en place justement dans le monde du sport et bien au-delà. On a dit, ouais, voilà, on a entendu le gouvernement qui voulait en faire une cause nationale pour 2025. L'idée, c'est de positionner Néo Héros en tant que juste prévenant et prévention. Après l'accompagnement, moi, quand j'ai des témoignages au sortir de ces séances Hmm. ou quand voilà, le sportif de manière anonyme peut contacter justement ce psychologue clinicien avec qui je travaille, qui est top, qui est extraordinaire, et derrière il a accès, en fait, il aura accès à un psy près de chez lui, en fait, pour pouvoir être accompagné. On est en train de le modéliser, donc je peux pas trop en parler Hmm. aujourd'hui, mais ça sortira de terre très très rapidement parce que la prévention elle est bien. Mais s'il n'y a Ouais. pas d'accompagnement derrière, une fois de plus, c'est de la branlette philosophique, c'est-à-dire on vous l'a dit que ça se passait comme ça, les gars. Donc, mais si tu n'apportes pas de solution justement en disant bah oui, il y a un numéro vert, mais le numéro vert, c'est difficile de l'appeler quand tu vas pas bien parce que tu es dans le déni. Donc, on est en train de mettre en place justement ce protocole d'accompagnement qu'on va proposer très rapidement. Ce ne sera pas Néo Héros qui s'en occupera parce qu'on est vraiment focalisé prévention, mais j'ai des gens compétents autour de moi justement pour proposer dans les mois à venir, en tout cas, des solutions d'accompagnement quand les sportifs iront pas bien, ils pourront être accompagnés. Ouais. Ok, bah ça c'est top. On mettra de toute façon le lien de Néo Hero en dessous cette vidéo et ce podcast. Et justement dans le message de prévention, euh, tu vois là pareil, c'est comment un sportif qui écoute ce podcast, il peut être, enfin tu peux l'éduquer à cette prévention mentale. Comment ce serait quoi le message? Moi, comme je dis, je ne le fais qu'à travers mon parcours et le prisme de mon storytelling, qui n'est Ouais. une histoire d'un homme parmi 7 milliards, d'un être humain parmi 7 milliards. Mais je me rends compte, en fait, à travers tout ce que j'ai pu vivre, à la fois de grands moments sportifs dans le flow dont tu parlais, mais aussi de dépression, de remise en question qui m'a amené à devenir qui je suis aujourd'hui. Je conclue toujours en disant, mais je suis quelqu'un de bien parmi des gens bien, en fait. Euh, et, et, et en Ouais. fait, je me rends compte que la complexité de se connaître soi-même t'amène obligatoirement et vitalement, on va dire, au non-jugement. C'est tellement complexe de se connaître soi-même qui je suis pour juger l'autre. Je ne le connais qu'avec le prisme de mes connaissances de lui, qu'avec mes émotions, qu'avec voilà. Ouais, c'est J'ai vu clair. la complexité de me connaître moi-même. Donc, c'est pour ça que je donne pas de conseils. Moi, je ne fais que raconter mon histoire et après, j'oriente vers des gens compétents pour l'accompagnement. Mais Mm. force est de constater que, au vu des retours que j'ai eus ben, je me sens bien en fait à ma place dans tout ce parcours et je regrette absolument rien des blessures que j'ai eues parce que la résilience, elle est là. Mm. Elle arrive dans mes actions au quotidien, mais parce que je me sens bien, vraiment et centré. Donc, c'est plus un partage d'expérience que des conseils à donner. Et en fait, on vit tous le même voyage. C'est-à-dire que dans la forme, c'est mon histoire, mais dans le fond, c'est l'histoire de tout le monde. C'est pour aller d'un point A à un point B, qui est ta naissance et ta mort. Ben, ce côté mythologique de dire, ben, tu vas partir chez tes parents, et puis tu vas rencontrer une sorcière, et puis tu vas rentrer dans le ventre de la baleine, et puis tu vas te battre comme un chevalier avec une épée dans une forêt épaisse et noire. C'est tous les Disney, ça. Mais c'est Ouais. ça la vie, en fait.
Mais la forêt épaisse et noire, en fait, c'est tes démons à toi. Et quand l'enfer est partagé, c'est souvent l'autre qui trinque. Mais de reconnaître tes démons et de les mettre en lumière, ben, tu t'arrêtes de foutre sous le tapis, en fait. Et tu sors de la forêt, tu sors de la caverne, t'as tout ce, voilà, t'as tout, enfin, tu décryptes tout ce côté mythologique en disant tu chies comme tout le monde, mais tu vas bien avec toi et maintenant que t'es bien avec toi-même, ben vas-y, partage-le et c'est cool. Ouais, Et ça m'empêche pas parfois d'avoir des coups de gueule, ça m'empêche pas c'est clair. voilà. Mais par contre, je m'aligne plus rapidement qu'avant. Donc le Ouais. fait de le partager, je me rends compte en fait que les messages passent parce que ça n'est que de l'humain, hein. En fait, on est là. Moi, j'adore. Il y a des vidéos sur Internet où tu pars de toi et puis tu fais 10 mètres et en fait tu deviens un petit point. Et puis après ces 10 mètres, tu vas dans l'atmosphère et tu sors de l'atmosphère et tu vois que la Ah, Terre est toute petite et puis derrière, elle se perd et c'est un point parmi une galaxie, parmi des milliards. Vas-y, pète pas plus haut que ton cul, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et au-delà de ça, tu as le droit d'être faible aussi. Voilà, t'as le droit de vivre la vie que tu veux mener. c'est Mais clair. pour ça, ça se passe à l'intérieur. Voilà. Ouais, top. Et toi, ça a été le déclic pour passer de Raphaël un peu perdu, burn-out à wow, Raphaël qui est aujourd'hui, qui se sent aligné, qui se sent bien, qui se sent à sa place. C'était quoi le déclic justement pour faire ce chemin? Ah, le déclic, alors déjà, ça a été un voyage. Le déclic, Ouais. ça a été en décembre 2007 où j'ai rencontré Richard Esco, qui est journaliste à l'équipe et philosophe, et qui m'a tendu un bouquin de philosophie qui s'appelle Apprendre à vivre de Luc Ferry. Ok. Et je lui avais raconté mon histoire pendant 1 heure. On était autour d'un café trop chaud à la bibliothèque François Mitterrand. Et il me dit, Raphaël, tu étais dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu as rencontré l'être qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. Trop Il m'a bien. tendu un bouquin de philosophie. On est en 2008. Hein. 15 jours plus tard, je rencontre cette jeune femme qui s'appelle Julie, à qui je rends hommage aujourd'hui, et qui va prendre toute mon après-carrière en pleine gueule. Et tout ce Ouais, voyage que je raconte d'ailleurs. Et j'ai donc vu. on va dire, c'est ces années de vie sorties du rugby qui m'ont permis ça. Moi, quand j'entends des gonzes qui sur Internet te dire en 21 jours, si tu as ça, tu fais ça, tu vas devenir heureux. Oh, c'est un voyage, les gars. C'est Ouais. un voyage, en fait. Par contre, ça peut être plus rapide que 16 ans. C'est-à-dire que si on a ce déclic-là, ça peut être assez rapide, parce que tu n'as pas besoin obligatoirement d'avoir 15 séances de psy, en fait. C'est Plus le clair. problème est pris rapidement, C'est plus tu clair. arrêtes de foutre le tapis, plus tu mets en lumière, et plus vite ça va mieux. Ouais. Mais moi, mon déclic, en tout cas, pour répondre à ta question, ça a été ouais, décembre 2007 et cette rencontre. Et c'est tous ces Merlins enchanteurs, les hommes et les femmes que j'ai rencontrés, qui m'ont Ah permis ouais. de devenir aujourd'hui qui je suis. Mais c'est un putain de voyage, ouais. Ouais, et puis je pense que là-dessus, il est infini. Et enfin, je sais pas toi, mais moi, même si j'ai la sensation d'être aligné aujourd'hui, plutôt bien dans mes baskets et connaître plein d'outils pour être bien, bah, il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où ça va très bien et c'est OK en fait. Il y a pas de. Ouais, Je pense que c'est tout le monde pareil, quoi. Mais c'est OK, comme tous tu dans le même dis. Et bateau. en fait, le fait de le ressentir chez soi, bah, tu es plus tolérant avec ceux qui vont pas bien. Ouais, Et c'est une fois clair. de plus, tu es en rupture de première à 8000 tours minute. J'adore cette allégorie, j'adore cette image. Ouais. Parce que tu es beaucoup plus tolérant, parce que tu sais que tu y es passé. Non, mais ça fait du bien déjà de plus se sentir en rupture. C'est le truc. Ouais. Donc, tu as une épée de Damoclès qui peut te tomber dessus à tout moment là. C'était. Alors, ouais. Mais en fait, t'es en mode survie, en fait, à l'intérieur. Ouais. Et en Ouais, fait, la vie, c'est pas ça, hein. ouais. La vie, c'est du plaisir. La vie, c'est. Et cette épée de Damoclès dont tu parles, c'est l'ego. Voilà. C'est l'ego Mm. qui est posé au milieu et qui se bat avec son épée en mousse voilà, dans la forêt et qui dit et t'as vu cette connasse, et t'as vu ce connard, et t'as vu ci, et t'as vu ça. Putain, faut que je performe. Au milieu de tout ça, appuie sur pause. Ça va. Et ça Ouais, va. ça va. Et ça va. Exactement. Trop bien. C'est Bon, pas ouais. qu'il y a mort d'homme, en fait, mais il y a une petite mort de l'ego, quoi. Qui est Ouais. toujours en bataille, qui est toujours, tu sais, c'est très, très animal. C'est le côté soit j'affronte, soit je fuis. T'as Ouais. juste appuie sur pause, hein, t'es humain, t'as le droit juste d'aller bien. Max. Cool, bah, je pense que ce sera le mot de la fin, juste le ça va. Et hop, du coup, Raphaël, où est-ce qu'on peut. Alors, on va mettre les liens, où est-ce qu'on peut te retrouver? Il y a Neo Hero. Où est-ce Néo Hero est en éclosion pour le moment. Donc Néo Hero est en train de naître tranquillement. Ça va. Et puis après sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a ce moment où quand tu sors de la caverne et quand tu sors de la forêt, prends le temps. Parce que ce genre de message, en fait, Hmm. Hmm. t'as vite fait de te, voilà. Après, moi, je sais qu'aujourd'hui, si ça apparaît, comme je te l'ai dit, j'ai pas envie de revoir cette vidéo, elle m'appartient plus. Et je sais que sur les réseaux sociaux, je me préjuge parce que c'est la cour des miracles. Mais je sais pourquoi on me juge. Hmm. Donc, je m'en détache complètement et ça va. Et ça Donc, on va. verra bien. J'ai les réseaux sociaux, mais j'y suis de temps en temps. J'y mets des trucs qui m'inspirent. Pour le moment, voilà, j'arrive, je reviens tranquillement. Donc, Néo Hero, oui, il n'y a pas de site internet. On n'est pas encore vraiment très, très actif sur les réseaux. On est actif sur le terrain Ouais. et c'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, ouais, actif sur le terrain.
L'action. Ok, bon bah top. Bah écoute, merci beaucoup Raphaël pour cet entretien. J'espère qu'à ceux qui ont écouté et peut-être que celui-ci, quoique, a été un peu plus tourné vers s'il y a des hommes, des sportifs qui ont cette habitude d'être vus comme des gens de confiance, mais que derrière il y a la petite faille. Bon bah c'est ok et il y a plein de solutions pour ça et voilà, c'est pas la fin non plus. Donc, je pense que beaucoup de sportifs se reconnaîtront à ça. Et bien, Raphaël, merci pour ton temps, merci pour ton message, Merci Pierre de ton invitation. et puis bah, au plaisir de se retrouver ailleurs. Et bon voyage à toutes et à tous. La vie est belle. Éteignez vos GSM et regardez par la fenêtre, la vie est belle. Allez, ciao. Merci.